Donc, on est là tous ensemble aujourd'hui pour parler de santé communautaire. Donc, on a plusieurs intervenants. On a Pape qui va démarrer par une introduction. Ensuite, on a Jules Gay de Living Goods qui va intervenir. Et on a, je crois que c'est Ibrahima, c'est ça? De la DSME. De la DSME, oui, voilà, c'est ça. Qui va intervenir. Oui. Donc, Pape, je te laisse démarrer. Très bien, très bien. Bonjour tout le monde. C'est donc, attendez, je vais peut-être faire une vidéo pendant que je parle. Voilà. Parfait. Donc, c'est Pape Gaye, fondateur, président de l'Institut Baobab pour la santé et le développement, une nouvelle organisation qui vient d'être créée au Sénégal, mais qui est une organisation régionale. Et on travaille surtout sur le renforcement des capacités des ONG locales. Très bien, donc j'ai le plaisir aujourd'hui de faire un peu de cadrage pour notre conversation ce matin. On a décidé de nous focaliser sur la santé communautaire pour plusieurs raisons. Peut-être la raison la plus saillante, si vous voulez, c'est que c'est beaucoup d'actualité ces temps-ci. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le secteur. Il faut dire que personnellement, je suis content de voir l'accent mis sur le niveau primaire, en tout cas, du système de santé. Donc, pour nous aider à cadrer un peu notre conversation ce matin, je voudrais prendre mes quelques minutes juste pour situer en fait, les soins de santé primaire, la santé communautaire à son juste milieu, c'est-à-dire dans la conversation pour les réformes du système de santé et tout ça, c'est bien qu'on en discute. Bon, peut-être pour commencer par les simples définitions, qu'est-ce qu'on veut dire en fait? Parce qu'il y a beaucoup de termes qui se mélangent, santé communautaire, soins de santé primaire, approche communautaire, etc., etc. Bon, en parlant de la santé communautaire, c'est sûr qu'on parle un peu des facteurs qui déterminent l'état de santé des plus démunis. Ça veut dire à un niveau primaire, à un niveau très bas, quand on parle de santé communautaire, il y a plusieurs domaines qui sont quand même d'importance. Il y a l'accès à l'eau potable, il y a une bonne alimentation, il y a un hébergement salubre, il y a un système sanitaire égalitaire et efficace, et il y a l'éducation pour la santé. Alors, quand on parle en général de santé communautaire, on parle de ces domaines. Et c'est sûr que ce sont les facteurs qui vont déterminer l'état de santé. Donc, en définition, je voudrais offrir ça. Quand on parle de santé digitale aussi, bon, là, je parle avec l'expert dans la salle aujourd'hui, c'est l'ensemble des services liés à la santé qui utilisent de nouvelles technologies pour proposer de nouveaux services. L'exemple le plus probant, c'est la télémédecine, n'est-ce pas? Bon, en termes de e-santé, la e-santé utilise l'Internet, les applications par smartphone ou d'autres objets connectés. Je veux maintenant revenir aux soins de santé primaire. Alors, vous savez tous, ou peut-être certains d'entre vous, c'est un concept qui date quand même d'assez longtemps. Le concept de soins de santé primaire, en fait, vous connaissez que ça a été élaboré dans la fameuse déclaration d'Alma-Ata de 1978. Et je veux dire que certains d'entre vous n'étaient pas encore nés ou n'étaient pas encore actifs en tout cas. Mais c'est un concept qui a été basé sur certains principes, notamment le principe de participation, le principe d'action intersectorielle. On a reconnu que si on se limitait juste à la santé, on n'allait jamais avoir des soins de santé primaire. Donc il y a ce principe d'action intersectorielle. Il y avait dans le temps, on a parlé de technologies appropriées et on a parlé surtout du rôle central joué par le système de santé.
de santé primaire. Bon, et à partir de là, on commence à voir quelques divergences en termes de définition. Il y en a qui vont vous dire que les soins de santé primaire sans l'hôpital n'est pas quelque chose de valable. Donc, tenir compte du niveau hôpital aussi. Donc, il y a même quelqu'un qui disait, une cotation qui était assez parlant, qui disait que les soins de santé primaire sans l'hôpital, c'est comme un crocodile sans dents, si vous voulez. Donc, il faut qu'on trouve un moyen de voir tout ça dans un ensemble. Effectivement, ils n'ont pas tort parce qu'on parle plutôt des systèmes de référence et de contre-référence, mais on ne parle pas de systèmes séparés, etc. Ça marche. D'ailleurs, Pape, est-ce que tu peux nous dire comment ça se situe dans le paysage global? À quel endroit et comment tu définirais les Voilà, alors le truc classique que vous connaissez tous, parce que je pense que notre dernière rencontre parlait surtout de e-santé au niveau hospitalier. On a eu beaucoup donc vous avez traditionnellement le niveau tertiaire, le niveau du centre de santé, et puis vous avez le niveau primaire. Ici au Sénégal, ça correspond au niveau de la case de santé, et dans d'autres pays, ça prend une autre technologie. Donc ce sont les trois niveaux clairs. Alors le problème dont on fait face aujourd'hui, c'est que nos systèmes, nos pays, surtout en Afrique au sud du Sahara, nous avons négligé ce système. Nous avons essayé de bâtir des systèmes de santé et c'est à la dernière minute qu'on a pensé, oh, il y a les soins de santé primaire, il y a les primaires, etc. Donc vous verrez d'ailleurs que, en général, les systèmes ont un peu négligé ça et c'est un domaine qu'on a laissé presque entièrement aux ONG, à la société civile, etc. Alors, mais pour regarder les choses de façon très globale, il y en a qui disent que tous les systèmes de santé devraient être conçus pour qu'on ait de bons services, de bons services préventifs, la prévention qu'on doit privilégier d'ailleurs, de bons systèmes curatifs, des systèmes de réadaptation, et puis une éducation de la population sur des sujets de santé majeurs, ainsi que la façon de prévenir et de contrôler ces problèmes. Alors, donc, ça veut dire des soins fournis par un large éventail de professionnels de la santé qui agissent ensemble, en équipe, en partenariat avec la communauté locale. J'espère que c'est la définition à laquelle vous souscrivez, parce que soit il y a deux types d'approches. Il y a des gens qui disent qu'il faut voir la santé communautaire comme un niveau de soins, et il y en a qui voient ça plutôt comme une approche globale du système de santé. Moi, je suis de ce côté. Je crois qu'on parle plutôt d'un système. Comment faire pour que nos systèmes actuels incluent une fondation solide qui est, à mon sens, les soins de santé primaires. Et pour toi, ça serait quoi les problématiques majeures, justement, aujourd'hui? Les problématiques majeures que nous voyons aujourd'hui, c'est le fait que les efforts pour renforcer les soins de santé primaire sont négligeables et puis ils sont laissés en arrière-plan. Parce que politiquement, vous conviendrez avec moi, c'est beaucoup plus sexy de construire un hôpital, de démontrer qu'on a fait quelque chose, etc. Donc, on a cette tendance à se focaliser sur les infrastructures et tout ça. Et ça est-ce que tu penses que c'est une problématique qu'on retrouve ailleurs, c'est une problématique de chiffres, puisque quand on est sur de la santé communautaire, on n'est pas sur des très très grands chiffres, on est sur des petits nombres, et du coup, effectivement, au-delà du côté sexy, il y a aussi cette volonté toujours de chiffres importants, de dire on a soigné 10, 15 000, 100 000 personnes, on a fait des programmes énormes, et justement du coup la santé communautaire là-dedans elle n'a pas sa place, quoi. Est-ce que tu penses que ça fait partie du problème? Oui, je pense que ça fait partie, mais il y a d'autres problèmes aussi
tel que le problème de pénurie de personnel de santé, qui est, à mon avis, un des défis majeurs. Parce que surtout l'Afrique, comme vous savez, vous avez tous entendu les statistiques, nous avons la charge de maladie la plus importante du monde, alors que nous avons le pourcentage de travailleurs de santé le plus faible du monde. Et nous souffrons justement de l'exode, nous souffrons du refus du personnel de santé de servir dans les communautés, tout le monde va être dans les grandes villes. Donc je crois que le problème de pénurie de personnel de santé, en plus maintenant des problèmes d'infrastructure, accès difficile, moyens faibles de paiement des populations. Donc les problèmes sont très nombreux. Mais, mes amis, la réalité c'est que si on ne règle pas le problème et si on ne renforce pas les programmes de santé communautaire, on n'atteindra jamais les objectifs globaux que nous nous sommes fixés. Nous n'atteindrons jamais la couverture universelle maladie si nous ne réglons pas le problème de soins de santé primaire. Ça c'est clair. Et c'est l'objectif le plus grand, c'est l'objectif sur lequel nous nous sommes tous focalisés. Nous sommes là parce que nous croyons justement à la puissance du numérique, du digital, pour nous permettre de faire un bond à l'avance et de régler tous ces problèmes. Mais les problèmes sont énormes et c'est pourquoi nous avons pensé que ce serait bien que notre communauté se focalise sur ce sujet. Alors je dois dire que c'est cette communauté qui est dans la salle aujourd'hui qui a fait en fait le travail pionnier et qui a comblé le gap pendant que nos systèmes ont négligé le système de soins de santé primaire. C'est vous, c'est le travail que vous faites, c'est à cause de ça que nous avons fait des progrès que nous avons fait aujourd'hui. Maintenant, le problème qui se pose, c'est de comment avoir une meilleure coordination et comment être en meilleure position pour accompagner les efforts étatiques de passage à l'échelle de toutes ces pratiques qui sont très prometteuses, quand même très morcelées et qui ne rentrent pas dans le cadre d'une stratégie globale, d'une stratégie nationale. Alors, avant de passer la parole à nos invités qui vont vous parler des exemples concrets, de quelques exemples nationaux, nous avons choisi le Burkina et le Sénégal. Pour le Burkina, bon, je vais y revenir tout de suite. Je voudrais quand même parler un peu du travail qui se fait globalement. D'abord, il y a tout le travail que nos amis en Asie du Sud-Est font. Et nous avons des difficultés à nous enrichir de toutes les leçons qu'ils ont apprises. Quand vous voyez des pays comme l'Inde ou des pays comme l'Indonésie, où il y a beaucoup d'approches communautaires, l'Inde certainement les politiques pour la santé rurale, des très vieilles politiques, mais aussi beaucoup de choses à offrir dans ce domaine. Je t'interromps juste une seconde. Est-ce que tu penses que c'est lié aussi à une forme de frein qu'on a globalement sur la question du digital? Parce que moi j'ai l'impression aussi qu'il y a une différence Est-Ouest en Afrique sur ces questions-là, parce que sur côté Afrique de l'Ouest, on a un frein, une réticence à utiliser des solutions digitales. On a un frein aussi lié aux qualités des connexions Internet et à la disparité de ces connexions. Là où, justement, en Afrique de l'Est, on a un autre rapport au numérique, quoi. Est-ce que tu penses que ça fait partie de ça? Et c'est le cas pour l'Inde aussi, pour l'Indonésie dont tu parles. Ce frein n'existe pas, quoi. Absolument, parce qu'il y a toute une culture, toute une nouvelle culture dans laquelle il faut qu'on s'engage, parce qu'il faut préparer les... Il y a une réticence, quelquefois elle est manifeste, elle est très claire, mais quelquefois elle est très, comment dirais-je, elle est cachée, mais elle est là. Les gens ne veulent pas vraiment laisser, parce que tout ça c'est une culture, c'est une nouvelle culture, on a peur, on ne sait pas. Donc effectivement, tu as bien fait de le souligner, Sébastien. C'est un très bon point. Et tant qu'on ne va pas régler ce problème, tant qu'on ne va pas créer un écosystème qui permette
aux gens d'être beaucoup plus à l'aise, on aura du mal à avancer dans le secteur. Alors, Du coup, tu pensais aussi, juste, c'est aussi un problème, tu penses que c'est un problème de confiance, c'est-à-dire qu'il y a une acculturation à faire, le même problème de confiance que ce qu'on retrouve quand on dit, ah tiens, c'est un produit américain, donc on va pas utiliser ça. Donc il y a évidemment une question de sécurité, mais il y a aussi une question de confiance qui a à rétablir sur des solutions, en fait. oui, mais moi je suis moins inquiet pour ça, parce que je pense qu'il y a une homogénéité, surtout au niveau de cette population des jeunes qui savent manipuler l'outil informatique. On est beaucoup plus homogène que quand on parlait d'autres problèmes dans le passé. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui font du codage, les développeurs sont les mêmes, qu'ils soient basés à New York ou qu'ils soient basés à Bamako, vous voyez. Donc il y a déjà, ça c'est quelque chose, c'est un acquis que nous avons, que nous pouvons mettre à profit. Mais c'est vrai qu'il y a une résistance parce que ça vient de l'extérieur, etc., etc. Mais maintenant, nous avons l'opportunité de créer nos propres solutions et ça fait quand même une très grande différence. Alors, je suis conscient de l'heure, je ne vais pas monopoliser toute la conversation. Je veux juste faire un rappel donc, de grandes initiatives qui sont quand même à reconnaître. Des pays comme l'Éthiopie se sont bien distingués quand il y a quelques années. Ils ont créé tout un nouveau corps, le Health Extension Worker, les travailleurs de santé communautaire. Ils en ont recruté un très très grand nombre, je pense 40 000, 50 000, quelque chose comme ça. Avant, il y a le Rwanda qui avait fait appel à leur ancien système, je pense, le système des Abakang-Rabaka, qui sont des travailleurs communautaires qu'ils ont transformés en travailleurs de santé. Le cas du Sénégal, des Badianogor, c'est une approche traditionnelle, etc. Bon, récemment, nous avons vu aussi beaucoup d'intérêt de la part de certains bailleurs clés. Nous avons l'administrateur de l'USAID, Atul Gawande, c'est un grand champion de la communautaire. Et sous sa direction, l'USAID a commencé à faire des investissements, de gros investissements sur la santé communautaire. Nous savons que la Fondation Mastercard, je ne sais pas s'ils sont représentés dans ce call, sont en train de lancer une très très grande initiative qui vise à recruter des millions et des millions de travailleurs communautaires d'ici 2030. Et nous avons vu il y a quelques semaines le nouveau président du Kenya a lancé une nouvelle initiative nationale et il s'est engagé dans la santé communautaire. Je pense que Jules va nous parler du cas du Burkina qui, je crois bien aussi de lancer son grand programme national. Bon, parmi les acteurs, tout le monde autour de cette table a des efforts, je ne peux pas citer tout le monde, mais je crois qu'on peut quand même distinguer le travail de Living Good, qui a une approche assez probante qu'ils ont testée en Ouganda et au Kenya, qui consiste à tout faire pour outiller les travailleurs communautaires. Bon, Jules va nous en parler, je crois. Je ne veux pas voler comment dirais-je, Last Mile Health, c'est une autre organisation qui a commencé au Libéria et qui travaille en étroite collaboration avec le gouvernement libérien, notre pays, etc. Donc, il y a des organisations dans cette salle, IT for Life, CARICAI. Vous avez tous des efforts assez louables où vous avez des activités quand même qui vont dans ce sens. Voilà, donc je voulais juste faire ce cadrage, renforcer encore l'importance de rester sur ce sujet, parce que je sais qu'on est beaucoup plus enclin à rester au niveau urbain, au niveau où on a au moins le minimum d'infrastructures pour faire notre travail. Mais je veux nous rappeler que c'est une question de faire avancer les programmes de santé ou les programmes d'éducation, etc. Et le digital est un accompagnateur. Donc, ce n'est pas des programmes pour mettre le digital au devant, mais pour mettre des programmes de développement au devant. Et c'est important que nous restions dans cette logique
que nous avons des problèmes de santé à résoudre. Alors, je crois que je vais m'arrêter là et je pense que je te repasse la parole, Sébastien, pour que tu fasses la distribution pour nos prochains. Tout à fait. Merci. Merci beaucoup, Pape, pour la présentation et puis les éclaircissements. Et effectivement, je vais donner la parole à Jules Gate de Living Goods pour nous présenter en fait les projets qu'ils ont réalisés. Merci beaucoup, Sébastien, et bonjour à tout le monde. Et bonjour à tous les participants. Et je voudrais tout d'abord remercier franchement les organisateurs de cette initiative. Ça, il faut le dire, ça vient à son heure. Et aussi saluer mes co-panélistes. Moi, c'est Souleymane Gueye Jules. Je suis le directeur pays de l'ONG Living Goods. Living Goods, c'est une organisation de solidarité internationale américaine. Le droit américain qui a son siège opérationnel au Kenya. Au Kenya notamment à Nairobi, en Afrique de l'Est. Et Living Goods a commencé ses premières activités dans cette partie de l'Afrique. Et le doyen Gueye l'a dit tantôt, c'est là où nous avons commencé à mener nos activités pour produire des évidences qui nous ont permis aujourd'hui de commencer à nous étendre un peu en Afrique de l'Ouest. Et le Burkina Faso fait partie de nos premiers pays d'intervention dans l'espace francophone. Et qu'est-ce que nous faisons concrètement? Je pense que avant d'arriver là-bas, je vais essayer de revenir un peu sur ce que le doyen disait, Sébastien, si vous le permettez, concernant en fait pourquoi la santé communautaire, notamment en Afrique de l'Ouest et plus précisément au Burkina Faso. Et le doyen a parlé un peu de la couverture de maladies universelles, dont je pense que chacun de nos pays s'est déjà engagé à aller là-dessus. Et l'autre principe qui fait que chaque être humain a un droit à la santé. C'est un droit primaire, un droit fondamental que chaque être humain a droit à cela. Et du moment où nos pays sont engagés vers cette couverture de maladies universelles, et en face, parallèlement, comme le doyen l'a dit tantôt, il y a des facteurs bloquants, des goulots d'étranglement qui sont là, notamment les infrastructures, l'accès physique même au niveau de l'infrastructure, l'aspect pécuniaire au niveau de l'infrastructure. Il y a aussi la disponibilité des données. Parce que pour dire qu'en fait, on a assuré cette couverture maladie universelle, il faudra avoir les données pour pouvoir les attester et pour pouvoir les prouver. Et tout cela, nous sommes tous dans un même territoire, si je peux l'appeler ainsi, en Afrique de l'Ouest. Et on voit de vue, en fait, toutes ces problématiques-là. Les infrastructures, le problème d'accès et le problème des données. Pour que les autorités et des services puissent arriver là-bas. Toi qui interviens justement et en Afrique de l'Est et en Afrique de l'Ouest, est-ce que tu sens cette différence? Donc on a parlé de la différence sur les infras. Est-ce qu'il y a une conscience complètement différente de la nécessité d'avoir des infrastructures de qualité pour accéder aux soins de santé communautaires et particulièrement avec la santé digitale? C'est extrêmement bien compris en Afrique de l'Est, où non, on a aussi des problématiques d'accès. Donc ça, c'est la première question. Et la seconde, ça sera sur justement cette différence culturelle d'accès au digital en Afrique de l'Ouest versus l'Afrique de l'Est, où justement, je reparlais de ces freins, mais que toi, tu puisses nous parler aussi de ton expérience et de comment tu vois les choses dans les deux parties, quoi. Exactement. En fait, il faudra le dire, et nous, peut-être notre approche, c'est comment concilier ce déficit d'infrastructure et aussi ce déficit d'accès aux données. L'approche que nous développons, c'est la santé communautaire, aller directement vers les ASBC, ce que nous appelons des agents de santé à base communautaire, ou bien des community health workers qui sont dans leur communauté. Et maintenant, le déficit qui existe entre cet accès, ce déficit de données et aussi l'infrastructure, nous essayons de combler en fait ce gap-là via la digitalisation. Parce qu'on s'est dit qu'il n'y a pas un meilleur moyen aujourd'hui en Afrique de l'Ouest pour pouvoir couvrir l'ensemble des zones. Bon, je ne vais pas revenir sur les détails Internet ou bien SMS. J'ai aperçu tout à l'heure notre collègue, notre partenaire de Dimagui, Pape Biram, avec qui nous travaillons de façon très rapprochée sur ces aspects de la conception de ces outils et autres-là. Mais juste Sébastien, pour vous dire que cette même problématique existe en Afrique de l'Ouest et ça existe aussi en Afrique de l'Ouest. En Afrique de l'Est et en Afrique de l'Ouest. Maintenant, ça se sent beaucoup plus aggravé en Afrique de l'Ouest. Quand on prend par exemple le Sahel, où on a une autre problématique qui vient de s'ajouter là-dessus, c'est le problème de la sécurité.
Et pratiquement toutes les communautés qui vivent en périphérie, souvent, ils se sont laissés un peu à eux-mêmes. Vous voyez un peu, on assiste un peu à la fermeture des postes de santé, on assiste un peu, le doyen l'a dit tantôt, il y a beaucoup de travailleurs de la santé qui ne veulent plus aller dans les zones les plus éloignées. Et les communautés sont là-bas. Et ils ont le droit à la santé. Et ces communautés-là, qu'est-ce qu'on va faire avec eux? Si on les laisse avec avec ces community health workers, ils peuvent travailler et soutenir à leur communauté. Mais est-ce que ces données vont remonter au niveau central? C'est pourquoi nous allons directement vers ces agents, vers ces ASBC pour les équiper avec notre approche que nous avons, desk, que nous l'appelons digitaliser, équiper, superviser et compenser. Digitaliser, on se dit que pour avoir accès à ces données, il va falloir quand même concevoir des outils digitaux qui permettent à l'ASBC de travailler et aussi d'améliorer l'offre de services de cet ASBC-là avec un smartphone et des modules qui sont intégrés dedans. Et ces modules-là sont à la fois accessibles pour les instruits et aussi accessibles pour les non-instruits. Pour les non-instruits. Par exemple, il y a des ASBC qui ne savent pas ni lire ni écrire, mais ils ont leur smartphone et ils font le travail. Avec des images illustrantes au niveau de leur smartphone. À tel point que dès qu'ils finissent de faire une consultation ou un traitement, avec un appui, automatiquement, ça remonte au niveau central. L'administration a déjà ces informations de l'ASBC au jour le jour ou bien chaque mois. Et la partie supervisée, c'est quoi? On sait tous que la santé, c'est quelque chose qui est assez sensible. Un médecin va faire après un bac plus 7 ou bien un bac plus 8. Un ASBC qui a peut-être un bac moins 6 ou bien un bac moins 7, comment il peut en fait arriver quand même à faire le travail qu'un gars de bac plus 7 ou bac plus 8 faisait? Nous, on s'est dit qu'on va essayer de mettre en place un système de tampons qui permettra d'aller superviser et de coacher ces ASBC, qui sont en fait ces ASBC sur le terrain. Et du coup, il y aura des séances de renforcement, des séances de recyclage pour ces ASBC. C'est ce système-là que nous appelons un peu les superviseurs. Et une fois que c'est fait, il y a ce qu'on appelle la partie équipé. Les ASBC, des fois, ils ont la possibilité de faire la prévention, de faire aussi de faire des activités curatives. Et ces activités curatives, si les ASBC n'ont pas le minimum qu'il faut dans leur petit kit, ils auront du mal quand même à faire un traitement. Donc c'est pourquoi nous, cet aspect équipement des intrants, nous misons là-dessus. Et le dernier point, c'est la partie compensation. On se dit que si l'ASBC n'est pas motivé, l'ASBC ne reçoit pas de pécule, il est certes engagé, c'est un volontaire au sein de sa communauté, mais s'il n'est pas motivé pécuniairement, ça va être difficile pour lui-même de faire vivre ça en fait à sa famille. Donc du coup, c'est pourquoi nous avons décliné ces 4 piliers pour dire que si en fait, dans un système de santé communautaire, on parvient à réaliser ces 4 piliers, on peut espérer avoir un système de santé communautaire qui est assez résilient et qui est compatible avec nos réalités en fait au Burkina Faso. Et aussi peut-être pour revenir un peu sur ce que tu disais tantôt sur les 2 aires géographiques. Nous avons fait l'expérience en Afrique de l'Est et maintenant les évidences que nous avions produites là-bas, nous essayons de les transposer avec le contexte burkinabé. Parce que les contextes ne sont pas les mêmes. Les mentalités ne sont pas les mêmes, les réalités ne sont pas les mêmes. La configuration ou même le mode de gouvernance, en fait, n'est pas le même dans ces deux localités. Nous essayons de prendre les évidences que nous avons prises là-bas et essayer de les tester dans un territoire bien déterminé, avec une approche territoriale, ce que nous appelons en fait les learning sites, les sites d'apprentissage. Par exemple, nous sommes aujourd'hui à Zignaré, le district de Zignaré compte 7 communes, et dans ces 7 communes, il y a 500 ASBC. Et nous prenons en charge l'intégralité des charges pour le travail de ces 500 ASBC. Et présentement, nous sommes en train d'ouvrir un autre site avec 300 ASBC, et du coup, ça va nous faire 800 ASBC. Et l'idée, c'est de pouvoir produire des évidences qu'on pourra mettre sur la table, et parallèlement, accompagner le gouvernement, l'accompagner à définir les politiques publiques qui seraient favorables quand même à l'émergence de ce système de santé communautaire. Et comme le doyen l'a dit, nous nous inscrivons dans un système de santé communautaire. On se dit qu'on ne va pas créer, on n'est pas là pour organiser des activités de vacances, on est en train de faire. Notre idée, c'est quoi? C'est de mettre en place un système de santé communautaire qui est fiable, résilient et adapté au contexte local. Adapté au contexte local, forcément, il va falloir introduire la partie digitalisation. Et là aussi, ça fait partie vraiment de nos activités que nous menons en fait au jour le jour sur le terrain au Burkina Faso. Et ça, justement, sur le cas du Burkina, est-ce que vous appuyez sur l'expérience de Dimagui, qui est passé un peu avant pour le déploiement justement de la solution? Est-ce que ça, il y a des ponts comme ça qui existent, ou est-ce que c'est le ministère qui vous a fait un retour d'expérience et qui...
Exactement. Dimagui, je pense que c'est notre partenaire, c'est le partenaire avec qui on travaille de façon plus rapprochée et de façon quotidienne. Sur toute l'échelle, sur les applications des ASPC, sur les applications des superviseurs et même sur la plateforme au niveau national, notamment le Rapid Pro. On a Dimagui qui est là, qui nous accompagne et qui accompagne le ministère. Quand je dis nous, c'est le ministère qui accompagne le ministère, parce que tout le système, ça appartient au ministère. Ça, c'est la mission régalienne de l'État. Nous, on vient, on teste des pilotes, et si on voit que on a des évidences avérées, on met ça sur la table de l'administration pour que l'administration puisse aller vers une mise à l'échelle. Donc, Dimagui et tant d'autres partenaires, mais je pense que Dimagui, c'est pratiquement l'organisation avec qui nous travaillons de façon rapprochée. Nous avons des MOU, nous avons en fait des conventions ensemble et ils nous aident vraiment dans la définition et même les mises à jour de l'ensemble des outils sur toute la chaîne. Sur toute la chaîne du système. Là, nous avons Dimagui qui nous accompagne et nous assurons un peu les aspects opérationnels sur le terrain. On a parlé de Dimagui à d'autres organisations avec qui nous travaillons sur le terrain, sur des aspects encore beaucoup plus pointus comme nous le faisons avec Dimagui. Et des fois même, ça ne relève pas directement de la digitalisation, mais un peu de la science sociale pour voir comment en fait pousser les communautés, parce que vous avez parlé tantôt de l'appropriation. Et cette appropriation de ces outils digitaux, c'est à la fois au niveau des communautés, à la fois au niveau des décideurs publics. Et on sait tous que le digital, ça nous a surpris, nous tous. En fait, un peu en Afrique de l'Est, on s'est arrivé, pam, une situation nous est imposée et on est obligé d'y aller de l'avant. Et aujourd'hui, l'expérience a montré que toute initiative qu'on peut promouvoir au Burkina Faso et on veut que ça soit au niveau national, on ne peut pas le faire en ignorant la partie digitalisation, la partie digitale. Non, tout à fait, c'est ce qui nous permet justement de toucher des populations auxquelles on n'aurait pas accès, et cette approche une forme de mentoring avec des gens qui ont été formés et qui vont pouvoir accompagner des gens qui ont moins de formation. Je trouve ça extrêmement pertinent et c'est quelque chose qu'on retrouve pas uniquement au Burkina, mais qu'on retrouve, c'est un problème. Aujourd'hui, c'est une problématique mondiale. C'est-à-dire que Pape en a parlé tout à l'heure d'une forme d'exode rural du personnel soignant. Personne n'a envie de se retrouver dans un tout petit village où il n'y a rien du tout, et ça c'est valable dans le monde entier. Et du coup, on n'a plus de médecins locaux. Et la digitalisation va permettre de se nourrir globalement aussi de ces différentes approches. Sébastien, je pourrais demander à Jules s'il peut nous parler encore un peu de l'aspect pécunier, financier, parce que c'est toujours l'argent, c'est le nerf de la guerre. Si beaucoup de gens ne payent pas leur travail de santé communautaire, c'est parce qu'il y a des déficits budgétaires. Comment ça se passe exactement chez vous? Est-ce que le gouvernement contribue à ça, au paiement Est-ce que vous avez des soucis de pérenniser tout ça à la fin de votre projet? Est-ce que le système pourra continuer sans vous, etc. Donc, vous voulez élaborer un peu cet aspect? Exactement, tout à fait, oui. On a beaucoup parlé de la partie digitalisation qui est un de nos piliers de notre approche desk. Et le dernier pilier, c'est, comme vous l'avez dit, c'est la partie pécuniaire, le nerf de la guerre. Et là, on se dit, comme vous l'avez dit, quelqu'un qui travaille, il attend une contrepartie à la fin du mois. Sans cette contrepartie, c'est pas évident. Et je l'avais dit tout à l'heure que l'ASBC ou bien le VASC, moi en son temps, j'étais VASC au Sénégal, volontaire d'appui à la santé communautaire, c'est mon premier poste. C'est pourquoi j'y vais sur la santé communautaire à fond. Juste pour dire que ce que nous faisons, dans nos sites d'apprentissage, ce que nous appelons les learning sites, là nous prenons l'intégralité des dépenses liées au fonctionnement de l'ASPC, y compris l'aspect pécuniaire. Il y a un autre système qui existe. Par exemple, le gouvernement a pratiquement plus de 17 000 ASBC. Il y a des bailleurs qui viennent avec les deux tiers et le gouvernement complète. Mais on sait un peu comment ça fonctionne, comme on l'appelle la trésorerie au niveau du trésor et autres là. Mais nous, pour qu'on puisse produire nos évidences et mettre ça sur la table demain pour dire que s'ils sont bien digitalisés, bien équipés, bien supervisés et bien payés, vous allez avoir des résultats. On se dit que nous allons montrer l'exemple à prendre ensemble l'ensemble des paiements de la SBC chaque mois. C'est nous qui assurons ce paiement-là chaque mois. Et pour la pérennité, comme on l'a dit, nous, en tant qu'ONG, nous n'avons pas la vocation ou bien nous n'avons pas mandat d'aller vers une mise à l'échelle. Ça, c'est la mission régalienne de l'État. Qu'est-ce que nous faisons? Nous produisons ces évidences et mettre ça sur la table
de l'État pour lui dire que si vous adoptez cette approche, c'est sûr que cette couverture maladie universelle que vous voulez atteindre, vous pouvez l'atteindre en fait dans tant de moments. Et nous n'allons pas aussi laisser les bras croisés, nous allons accompagner le gouvernement dans cette phase de mise à l'échelle, mais plutôt sur la mobilisation des ressources pour que l'État puisse avoir les ressources nécessaires pour pouvoir continuer à payer les ASBC comme il le faut. Parce que tantôt, on entend les ASBC qui veulent aller en grève, qui veulent faire truc. Mais nous, dans notre site d'apprentissage, c'est un paiement régulier. Et nous prenons l'entièreté, en fait, de ce paiement pour les ASBC. Et aussi, en pensant à la durabilité, comme je l'ai dit tantôt, avec une approche que nous appelons l'implementation support, nous, on ne va plus être opérationnel sur le terrain dans le cadre de la mise en œuvre. On va juste se retirer un peu et être en appui sur la partie mobilisation de ressources pour que l'approche puisse être durable. Ouais. C'est ce que... ouais, merci beaucoup Jules. Et du coup, sur le paiement, justement, est-ce que c'est aussi quelque chose qui est digitalisé? C'est-à-dire que vous utilisez des moyens comme Orange Money ou Wave, etc. Exactement. Là aussi, tout est digitalisé. Nous, en fait, on nous reproche d'être en fait une ONG qui est carrément digitalisée. Au-delà même du paiement de ces ASBC que nous payons via des plateformes, je ne veux pas faire de publicité, mais via Orange Money. C'est pareil, hein, pour Mdi Magui, je ne vais pas faire de publicité. Mais via Orange Money. Aujourd'hui, même si nous organisons un atelier, les défraiements qu'on paye aux participants, on passe par les systèmes les systèmes de mobile banking. Donc, du coup, ce n'est pas par cash qu'on va payer ou bien ce n'est pas par chèque qu'on va payer. On passe par le mobile banking. Parce qu'on dit que c'est quelque chose qui est assez accessible un peu partout, en fait, sur le territoire national. Et tous les ASBC pourront avoir leur pécule à la fin du mois avec leur téléphone. Et ça aussi, l'idée qui est derrière, ça va encourager et faciliter l'appropriation de cet outil. Si l'ASBC peut considérer que moi, le téléphone avec qui je travaille, à la fin du mois, je peux gagner et ça construit. Grâce à lui, exactement. Ma banque voit un peu ce que ça fait auprès de l'ASBC. C'est hyper intéressant parce que du coup, on parle souvent et du dernier kilomètre et du fait de raccourcir aussi les intermédiaires entre les bailleurs et les agents de santé. Grâce à ça, ça permet aussi de ne pas créer sur votre activité une forme de dépendance. Et quand on parle de pérennité, c'est-à-dire qu'il y a un moment où les ONG n'ont pas vocation à se substituer à un service de l'État ni à se substituer à quelque chose parce que sinon il n'y a pas de pérennité possible parce que du coup il y a une nécessité toujours d'alimenter et on a un problème sans fin, quoi. Alors que là dans le système dont tu parles, effectivement il y a une continuité et il y a un accès qui est beaucoup il n'y a pas 150 intermédiaires entre l'agent de santé communautaire et le bailleur ou le financeur potentiel, quoi. Exact. Donc ça, je trouve ça aussi vachement pertinent comme approche, quoi. Et c'est très nouveau parce que quand avant ces moyens de paiement là, ce genre de solution était impossible et du coup tu es obligé d'avoir beaucoup d'intermédiaires et puis plein d'autres contraintes pour s'y faire circuler l'argent, etc., qui sont des contraintes externes qui nécessitent justement de passer par des tiers. Et là où tu peux éviter ces tiers. Exact. Et même là, pour toujours montrer à l'ASBC que c'est l'État qui fait, que nous, on est ONG, on vient pour appuyer. Nous ne sommes pas, en fait, nous ne contrôlons pas le compte de paiement des ASBC. Nous avons un sous-compte, un compte principal au niveau de Orange Money pour vous expliquer le mécanisme, comment ça fonctionne, et un sous-compte pour le ministère de la Santé. Maintenant, chaque 3 mois, comme les ASBC veulent être payés par 3 mois, chaque 3 mois, on vire à temps le paiement des ASBC et maintenant revenir au ministère avec des traçabilités et tout. Hop, l'argent est disponibilisé, il faudra payer en fait les choses. Pour que les ASBC mettent dans leur tête que ce n'est pas une ONG qui vient se substituer à l'État ou autre là. Nous, c'est un peu ça qu'on est en train de mettre en place pour dire aux ASBC que ce que nous sommes en train de faire, préparez-vous demain que c'est l'État qui va faire ça. Et aussi, c'est hyper important ce que tu es en train de dire, c'est vraiment extrêmement important parce que ce que disait Pape là sur le déficit de staff, etc. C'est aussi une des raisons, c'est-à-dire qu'en fait, le personnel de santé préfère aller travailler en ONG qu'au service de l'État, et là de dire, en fait, non, nous on ne se substitue pas, on est juste là pour une durée, mais tout ça est assuré par l'État, ça redonne aussi une confiance, et ça évite justement une forme de désengagement. Exact. Je trouve ça vraiment intéressant. Je crois qu'on avait une question dans le chat de Nils. Pape, est-ce que tu vois la question de Nils? Donc Nils demande,
est-ce qu'on peut approfondir un peu sur la coopération entre les agents communautaires et le personnel médical? Par exemple, pour les urgences, accouchements, la surveillance épidémiologique, et comment et la deuxième question, c'est comment le numérique facilite ceci. Ok. Là, en fait, il faut le dire, hein, les ASBC, ils sont sous le contrôle des health facilities, de ces infrastructures, comme on l'appelle, de ces postes de santé-là. Ils sont attachés directement, en fait, à ces postes de santé. Et nous, qu'est-ce que nous faisons? En début de chaque mois, nous faisons des planifications opérationnelles avec les agents de santé et les ASBC. Et chaque ASBC, il a en tête les targets qu'il a. Moi, à la fin du mois, je dois en fait avoir consulter telle de femmes enceintes, combien d'enfants de moins de 5 ans, pneumonie, diarrhée. Il a déjà ses targets. On peut professionnaliser l'affaire, mais sous la supervision et la validation du responsable de son poste de santé. Et maintenant, nos superviseurs vont aller derrière, accompagner cet ASBC à avoir ses targets. Et à la fin du mois, on revient pour faire ce que nous appelons en fait la revue des performances de l'ASBC. Au niveau du poste de santé aussi, on ne va pas l'organiser ça dans nos locaux, mais on l'organise au sein du poste de santé pour que l'ASBC puisse être mieux rattaché avec son milieu naturel, c'est-à-dire le poste de santé. Et de là maintenant, c'est des discussions entre les agents de santé et les ASBC. S'ils ont besoin d'être cadrés, s'ils ont besoin d'être améliorés sur tel ou tel point, ils vont aller dans ce sens-là. Et maintenant, sur le terrain aussi, à chaque fois, ils vont jouer aussi le rôle d'alerte. S'ils sont dans son village et qu'ils constatent quelque chose qui est anormal, automatiquement, il sait qui appeler parce qu'il a son responsable direct au niveau du CSPS. En fait, au niveau du CSPS. Il y a aussi cette dimension d'alerte, ce rôle d'alerte que l'ASBC joue en fait auprès de son poste de santé. Des référements aussi. S'il tombe sur un cas, lui, il connaît ses limites. Il sait que moi, je dois faire tel, je ne dois pas traiter tel, je ne dois pas traiter tel. Si je tombe sur un tel cas, c'est mon obligation, ou bien c'est en fait ma obligation pour moi de référer quand même ce malade quand même au poste de santé le plus proche. Et derrière également, comme il a parlé tantôt de en fait de la partie numérique, et ça, Dimagui aussi est là. Ils ont développé pour nous en fait une plateforme, une application pour les superviseurs et pour les ASBC. Même si ce n'est pas totalement en fait bien huilé et ça ne marche pas encore très truc, c'est quelque chose qui est nouveau, mais on tend vers ça. Pour que demain, si l'ASBC arrive, automatiquement, il trouve déjà ses résultats sur place. Et l'idée aussi, c'est de faire de telle sorte que les paiements de l'ASBC puissent être en concordance avec son travail. L'État a déjà toutes les données, en se disant que l'ASBC qui atteint tel ou tel target, à la fin du mois, il peut être payé. Et l'ASBC qui n'a pas fait, il ne doit pas être payé. Parce qu'en fait, comme il y a des ASBC qui travaillent nuit et jour, il y a d'autres ASBC aussi qui ne travaillent pas. Et si tout est facile en se disant que, ok, d'accord, moi je suis ASBC ou bien je suis fonctionnaire, je travaille ou je ne travaille pas, je peux percevoir mes pécules, là à la longue, ça ne va pas rendre le système fiable. On se dit qu'il faut aller vers une dynamique ou bien vers une vision d'atteindre des performances. Et pour ces performances-là, on va se baser sur la digitalisation. À la fin, pour dire qu'à la fin de chaque mois, avec un clic, en fait, le responsable, il se dit que moi, j'ai tant d'ASBC qui ont atteint tel niveau, ils ont la possibilité de recevoir leur pécule. La personne qui n'a pas travaillé, il n'y a pas de sentiment là-dessus, parce que c'est de l'argent du contribuable qu'il s'agit. On ne peut pas donner de l'argent. Et là-dessus, en plus, tu peux avoir des points de contrôle, et tu as déjà des points de contrôle qui seraient beaucoup plus difficiles à avoir sur du papier. Puisque là, tu peux avoir des points de contrôle, tu peux savoir si effectivement la SBC s'est déplacée, s'il a déclaré 150 trucs sans se déplacer en 10 minutes, c'est-à-dire que tout ça c'est faux, etc. Tu peux regrouper avec potentiellement les identités. Donc, oui, on a des... C'est aussi plus rassurant pour l'État de payer que de dire ok, on va payer on ne sait pas quoi, et finalement on ne sait pas qui, puisqu'on n'a pas de contact avec ces gens-là. Alors que là, il y a un contact qui est direct, donc ce rapport de confiance, il marche aussi dans les deux sens. Jules, il nous reste plus beaucoup de temps. On ne devrait pas passer à Massamba. Le temps va nous faire faux là. Ouais, de toute façon, on pourra déborder un peu après, c'est ceux qui peuvent pas rester. Après, pour les questions, voilà. Et pour les questions, ouais, on va. Du coup, on va passer. Merci beaucoup, Jules. Et on reprendra quelques questions à la fin. On va passer la parole à Massamba. Oui, bonjour. Bonjour à tout le monde. Je voudrais remercier le modérateur et les organisateurs de ce panel. C'est de la part du docteur Amadou Doucouré qui est connecté, mais malheureusement qui a un empêchement. Que je voudrais partager un peu la spécificité du programme Badionogor, qui est un programme de santé communautaire
mis en place au Sénégal un peu dans le cadre de l'accélération et de l'intensification pour atteindre les OMD, c'était en 2010, et que ce projet a fait son chemin avec une spécificité qui tourne autour même du concept Badiane Gox. C'est une approche communautaire qui tourne autour d'une personne appelée Badiane et qui est dans une sphère d'influence de tout ce qui s'est fait au niveau familial. C'est la sœur ou la cousine du père. Et que cette Badiane doit favoriser la promotion de l'utilisation des services de santé de la mère et de l'enfant pour contribuer un peu à la réduction de la mortalité. Et tout cela, nous l'avons fait dans le cadre de mise en accent des 3 retards évoqués dans le cadre de la promotion de la maternité à moins risque. Et depuis une dizaine d'années, le programme Badiane Gox fait son chemin. Et récemment, son Excellence Monsieur le Président de la République a décidé de motiver les Badiane Gox en nous octroyant à chacune 25 000 francs CFA. Donc, on change un peu de paradigme en passant du bénévolat au paiement mensuel. On en a parlé tout à l'heure, c'était un déterminant pour renforcer la motivation un peu des Badiane Gox. Et c'est 250 millions par mois. Et l'État, cette année, a inscrit dans son budget 2,5 milliards pour renforcer la motivation des Badiane Gox. Bon, pour ce qui est... Oui, allez-y. Est-ce que vous avez senti justement une différence depuis ou c'est quelque chose qui était vraiment notable ou il n'y a pas une grosse différence d'engagement? L'engagement était déjà là en fait. On n'a pas encore évalué parce qu'on a commencé cela il y a de cela peut-être 6 mois, mais nous sentons un regain d'intérêt de ces bénévoles. Vous savez, le bénévolat, ça peut marcher, mais dans nos pays sous-développés, il est extrêmement difficile, même si on a le cœur de vouloir bien faire, d'être dans le bénévolat, parce qu'on est confronté à des problèmes concrets de vie. Et que depuis que nous avons commencé la rémunération, nous n'avons pas encore fait l'état des lieux, mais nous sentons un regain d'intérêt des Badiane Gox pour tout ce qui est santé de la mère et de l'enfant. Maintenant, pour ce qui est de la digitalisation, d'une manière globale, le ministère de la Santé a un grand projet de digitalisation et que nous avons prévu non seulement de doter les Badiane Gox d'un kit digital qui n'est pas encore effectif, d'un kit digital qui va leur permettre d'accélérer la promotion de tout ce qu'elles sont en train de faire, mais également, même dans le paiement des Badiane Gox, le paiement, nous donnons directement l'argent au district de santé, mais nous voulons utiliser une plateforme numérique pour que le paiement se fasse d'une manière digitale. Et pour la remontée également des données, le projet concret que nous avons, c'est que dans le DHS2, de pouvoir ouvrir un formulaire spécifique pour remonter les données des Badiane Gox sur le terrain. Et qui remonterait les données? Elle le ferait directement ou c'est un tiers qui passerait les voir pour collecter les données justement? Les Badiane Gox, comme tous les acteurs communautaires, tournent autour de l'infirmier. Il y a des réunions mensuelles qui doivent se tenir autour de l'infirmier chef de poste et c'est l'infirmier qui fait le reporting et qui devrait faire la remontée des données via le DHS2. Okay. Nous avions, là on parle de digitalisation, mais nous avions préparé une présentation vraiment pour présenter le programme Badiane Gox, expliquer les spécificités. C'est ça que nous avions préparé. Mais comme nous parlons un peu de digitalisation... Non, mais on peut présenter le programme. Hein. La digitalisation, c'est une partie, mais allez-y. Hein. C'est juste que nous, on y est particulièrement sensible. Ok, donc c'est avec plaisir que je vais présenter le programme Badiane Gox. Ça va arriver, pas de problème. Ok. Donc, très rapidement, je vais vous présenter le programme Badiane Gox, qui est un programme spécifique au Sénégal. Pour le sommaire, j'en avais parlé tout à l'heure. Je vais aller directement au contexte de mise en place de ce programme. Nous étions déjà en 2010 à quelques encablures du rendez-vous des ODD et il y avait des progrès notables notés, mais il fallait intensifier, accélérer un peu tout ce que nous faisions, surtout pour faire face aux croyances qui influençaient un peu sur
la fréquentation des services de santé. Comme je l'ai dit tout à l'heure, notre référentiel, c'est le plan Sénégal émergent qui fait du capital humain un axe stratégique. Et ce capital humain passe fondamentalement par la capture du dividende démographique. Et l'un des piliers de la capture du dividende démographique réside dans l'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant. Donc, c'est pour cela que le président d'alors avait jugé la nécessité de mettre en place un programme appelé programme Badiane Gox pour intensifier les interventions. Et c'était mis par arrêté ministériel en 2010. Le programme a pour but de contribuer à la réduction de la morbidité et de la mortalité maternelle, néonatale, infanto-juvénile, en vue de l'atteinte des objectifs, comme je l'ai dit tout à l'heure, du millénaire du développement. Les objectifs du programme, c'est d'abord de contribuer à la réduction de la mortalité maternelle, d'améliorer la demande et l'utilisation des services de santé, mais de faire un focus sur les trois retards. Retard dans la prise de décision, retard pour accéder à la structure de santé, mais également retard dans la prise en charge au niveau des structures de santé. Il est important de revenir un peu sur le terme Badiane, parce que quand on dit Badiane Gox, pourquoi Badiane? C'est des réalités socio-culturelles qui font que la Badiane, qui est la sœur ou la cousine du chef de famille, et la marraine est une marraine dans la société sénégalaise. Elle est complice du chef de famille, leader dans la famille de son frère, et joue un rôle primordial dans l'éducation des enfants comme conseillère privilégiée, mais également conciliatrice sociale et familiale, qui a également un rôle de soutien socio-affectif et financier du couple. Je l'ai dit tout à l'heure, dans la sphère d'influence de la femme en âge de reproduction du mari, la Badiane occupe une place extrêmement importante dans nos sociétés. Pour les orientations stratégiques, c'est l'arrêté ministériel qui met en place le programme Badiane Gox, qui est un programme de santé communautaire qui vise à contribuer à la réduction en utilisant le leadership des femmes issues de la société, de la communauté. Et c'est un programme qui s'inscrit dans le programme national de santé communautaire du Sénégal, dont la vision est d'asseoir un Sénégal où tous les individus, les ménages et toutes les collectivités bénéficient d'un accès universel à des services de santé promotionnels, préventifs, curatifs et réadaptatifs de qualité, avec leur pleine participation sans aucune forme de discrimination ou d'exclusion, où il les est garanti un niveau de santé économiquement et socialement productif. Ce programme utilise le leadership féminin pour promouvoir des changements favorables à la santé de la mère et de l'enfant, mais également en faisant un focus sur l'élimination de la transmission mère et enfant. Pour ce qui est de la coordination, ça suit un peu les pieds de l'organisation pyramidale de la santé. Il y a un comité national à la tête duquel se trouve Madame le ministre de la Santé et de l'Action sociale, un comité restreint dirigé par le directeur de la santé de la mère et de l'enfant, et au niveau de chaque région, l'autorité administrative coordonne les activités du programme Badiane Gox. Au niveau régional, c'est le gouverneur. Le gouverneur assisté par le directeur régional de la santé. Au niveau district, c'est le préfet de département assisté avec comme rapporteur le médecin-chef de district. Au niveau arrondissement, c'est le sous-préfet qui est assisté par l'infirmier chef de poste. Comment on choisit les Badiane Gox? Les Badiane Gox, d'abord, sont choisis au sein de la communauté. C'est les communautés elles-mêmes qui choisissent les Badiane Gox. Dans les quartiers et dans toutes les localités du pays, il faut être président de la localité, être âgé au moins de 35 ans, être leader ou membre d'un groupement reconnu, être motivé à avoir du temps à consacrer au programme et avoir les capacités de communiquer. Être favorable à la santé de la mère et de l'enfant. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, elles sont des marraines. Elles s'engagent à assister les femmes enceintes et les nouveau-nés et les enfants de moins de 5 ans dans la recherche de santé. La norme au Sénégal, c'était d'avoir une Badiane Gox pour 1000 habitants. Ce qui devait nous amener, avec 18 millions d'habitants, à 18 000 Badiane Gox. Mais vous allez remarquer avec moi que nous avons un gap de 8 000 Badiane Gox parce que le total actuellement des Badiane Gox font 10 196 répartis sur l'étendue du territoire national. Dans tous les quartiers du Sénégal, dans toutes les villes du Sénégal, dans tous les villages du Sénégal, où qu'on puisse aller, il y a la présence d'une Badiane Gox.
Oui, Comment allez-y. vous expliquez la différence entre le nombre? J'ai l'impression que le nombre est beaucoup plus faible en Casamance. Il y a une raison ou pas du tout? Non, il n'y a pas une raison particulière. Il n'y a pas une raison particulière. Je n'ai pas la population de ces différentes régions, mais d'une manière générale, c'est la même tendance dans toutes les régions. Il y a un gap assez important. Par exemple, Dakar avec 2232 Badiounougour, alors que Dakar compte 3 700 000 habitants, donc devait avoir 3 700 Badiounougour. Le gap de Dakar est de 1500. Mais il n'y a pas une signification particulière. C'est dans toutes les régions. C'est presque comme ça. Oui? Non, c'était, je pense, juste un écho. OK. Pour le paquet d'intervention, on l'a dit, les Badiennes, c'est des leaders dans leurs communautés respectives. Et elles font le plaidoyer, mais également la mobilisation de ressources pour la santé de la mère, de l'enfant et de l'adolescent jeune. Elles font le soutien, le suivi, l'orientation et l'accompagnement même aux besoins pendant la grossesse. Il y a beaucoup de sages-femmes dans le reporting qui accompagnent même les femmes enceintes à faire le CPN, mais aussi à accoucher dans les structures de santé. Il y a aussi le soutien aux familles dans la gestion des réticences, parce que parfois nous sommes confrontés à des réticences, des personnes qui ne veulent pas peut-être utiliser les structures de santé, et les Badiounougour jouent ce rôle pour les amener en levant ces réticences, les amener à fréquenter les structures. Et nous avons aussi la promotion des mutuelles de santé. Ça, c'était le paquet original. Mais depuis 2017, son Excellence, Monsieur le Président, a élargi le paquet d'intervention des Badiounougour à la déclaration de naissance, qui est un problème majeur au Sénégal. La déclaration également des décès maternels et néonatals, mais également l'identification et l'orientation des femmes porteuses de fistules vers les structures de santé. Si on arrive aux principales réalisations du programme Badiounougour, d'abord au niveau central, nous avons élaboré un plan stratégique avec un guide de formateurs. Nous avons élaboré un manuel de formateurs de la Badiounougour. Le manuel n'a pas tellement suffi parce qu'on s'est dit qu'il y a des Badiounougour analphabètes. Il fallait utiliser la boîte à images pour permettre à ces Badiounougour, mais également aux femmes en âge de reproduction, de pouvoir mieux comprendre par l'iconographie les messages que nous voudrions faire passer. J'ai partagé tout à l'heure la cartographie des Badiounougour et sur le plan national également la motivation financière qui est effective depuis 3 trimestres et que, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'État a inscrit dans le budget de 2024 la somme de 2,5 milliards pour procéder au paiement de la motivation des Badiounougour. Chaque 2 ans également, il y a un grand forum qui se tient avec le président de la République pour un peu chanter le leadership féminin, mais également un forum qui permet aux Badiounougour d'exposer les difficultés et au niveau central, un peu de présenter au président de la République l'état d'avancement et de mise en œuvre de ce programme. L'année dernière, nous avons formé 222 équipes de régions et de districts et 990 Badiounougour sur le paquet d'intervention. Mais là également, il faut dire que par manque de financement, nous nous limitons à 6 régions du Sénégal grâce à un projet appelé Ismaïa qui nous permet de financer ces activités. Le développement également de la recherche avec le CRDI, mais également avec l'Université de Floride qui est en train de faire une recherche sur la pérennisation, un peu l'évaluation du programme Badiounougour pour voir quelles sont les possibilités de sa transférabilité dans le contexte américain. En 2020, je le disais tantôt, nous nous sommes limités qu'aux 6 régions. Ça aussi, c'est une grande contrainte. Nous avons formé 1239 Badiounougour et qui ont réalisé 34 948 activités de sensibilisation et qui ont orienté 92 187 femmes, qui ont tenu des causeries à hauteur de 34 000 et qui ont fait de la médiation sociale. Il y a 6 518 médiations sociales répertoriées effectuées par les Badiounougour. Massamba, les formations, elles durent combien de temps à peu près?
Les formations pour les équipes cadres de région et de district, c'est une journée. Mais pour les Badionogor, c'est 4 à 5 jours que nous faisons la formation sur le paquet d'intervention global. Ok. Et c'est une seule fois ou des fois il y a des actualisations? C'est-à-dire quelqu'un qui a été formé une fois va être reformé dans un an ou dans plusieurs années après, ou non, c'est juste une seule fois? Ce que nous faisons, je l'ai dit tout à l'heure, nous faisons les formations dans 6 régions parce que nous avons le financement pour ces 6 régions et chaque année, nous formons des Badionogor et quand la boucle est terminée, nous reprenons avec les anciennes Badionogor et nous formons le nouveau paquet parce que le paquet aussi change un peu. Et évolue. Oui, c'est pour ça, oui. Les orientations également évoluent et que ce recyclage doit être un recyclage que nous devons pérenniser pour que les Badionogor puissent être au courant de toutes les nouvelles politiques que nous mettons en œuvre. Très bien, merci. Les principales difficultés que nous avons, c'est la disponibilité des données. Nous avons un problème lié vraiment à la disponibilité des données. C'est pour cela la solution digitale pourrait être une solution qui nous amènerait à avoir les données à temps. Il y a un gap de formation et de supervision. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons 14 régions médicales, mais c'est surtout dans 6 régions que ces 3 dernières années, nous avons fait la formation et la supervision. Il y a également une insuffisance dans la coordination parce que, comme l'a dit l'arrêté, il y a différents niveaux de coordination qui commencent par le niveau central jusqu'au niveau de l'infirmier chef de poste, mais il y a un besoin de renforcer la coordination du programme Badionogor. Pour les perspectives, nous voulons réviser l'arrêté intégrant la redevabilité parce que nous avons changé de paradigme. Les Badionogor, c'était dans le bénévolat, mais maintenant il y a une motivation financière. Nous pensons mettre dans l'arrêté un cahier de charges pour que chaque Badionogor puisse, chaque mois, avant de percevoir son salaire, puisse être à même de faire ce qui a été inscrit dans le cahier de charges mensuel. Nous voulons également réviser les outils de gestion, cahier de Badionogor. Les cahiers nous permettent aux Badionogor de répertorier l'ensemble de leurs activités et à l'infirmier chef de poste de faire le reporting pour le partage avec le niveau central. Le renforcement de capacité des Badionogor pour surtout toucher les 8 autres régions, renforcement dans la coordination, renforcement supervision, mais également dans le PANB, plan national budgétisé, planification familiale et dans le nouveau plan essai mignon, nous avons prévu de mettre à disposition d'un kit digital pour les Badionogor. Un kit digital qui va leur permettre de renforcer la promotion en ayant une vidéoprojecteur, un écran, mais également qui permettra de partager l'ensemble des ressources, les spots et tout ce que nous comptons partager avec les acteurs communautaires. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a une mobilisation des ressources domestiques par la motivation financière et que cette année, l'État a inscrit 2 milliards 500 millions pour le programme Badionogor. J'en ai parlé tout à l'heure, il y a beaucoup de recherches que des chercheurs sont en train de faire. Je vais en citer que 4 peut-être. Il y a une qui est faite par Fatou Diop, La santé au prisme du genre. C'est un article qui est disponible dans la revue africaine des sciences sociales. Il y a également le CRDI qui a mené une étude, une recherche portant sur la Badionogor actrice de mobilisation sociale et de transformation des normes de genre. Cet article aussi est disponible à l'African Journal of Reproductive Health. Il y a des recherches aussi sur l'implication des Badionogor dans la prise en charge du VIH-Sida. Il y a une recherche aussi qui parle de quand la tradition à la modernité, pour parler un peu de la spécificité de la Badienne comme mère et qui joue un rôle dans la structuration sociale de nos sociétés. Et toutes ces recherches sont disponibles et montrent une fois de plus l'intérêt de ce programme pour les chercheurs dans une perspective de transférabilité et de réplicabilité peut-être dans d'autres pays et dans d'autres contextes différents.
différents. Voilà rapidement ce que je voulais présenter pour le programme Badiane Gox et je reste ouvert à vos questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la présentation, Massamba. C'était très clair. Est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas aussi à lever la main. Oui, Amadou. Docteur Doucouré. Docteur Doucouré. Merci beaucoup. Je voudrais vous remercier et féliciter l'équipe, Massamba. Je voudrais vous féliciter, Jules, et magnifier le fait d'avoir choisi le Sénégal pour présenter le programme Badiane Gox. Je pense que Massamba l'a tout dit. Aujourd'hui, nous sommes à la croisée des chemins et nous voulons vraiment atteindre les objectifs de développement. D'importants efforts ont été faits, ce qui a contribué aujourd'hui au Sénégal à une réduction de la mortalité maternelle de plus de 40% durant ces 10 dernières années. Mais si on veut atteindre les objectifs de développement durable, il nous faut beaucoup encore plus d'audace et d'innovation dans nos interventions. Et tous ces progrès que nous avons enregistrés, c'est lié en fait à différents investissements, mais surtout à la santé communautaire, mais surtout à la société civile. Le Sénégal a une longue tradition de santé communautaire qui a démarré dans les années 1972, avec un important projet qu'on appelait le projet santé rurale avec l'USAID dans la région du Sine Saloum. Mais force est de constater que la santé communautaire était en fait confiée aux organisations communautaires de base, aux ONG, aux organisations non gouvernementales. Je peux citer, j'en fais de publicité, le plan international, qui a un bon réseau dynamique communautaire au niveau de la région centre, au niveau de Nioro, par exemple, là où j'ai fui médecin chef de district. Il y a Jaifon, il y a Africaire. Bref, il y a des ONG en fait qui géraient la santé communautaire au Sénégal. Mais depuis 2013, nous étions dans un souci de vouloir pérenniser cette santé communautaire. Sans cela, nos systèmes de santé seront toujours fragiles. Vous l'avez dit, il faut qu'on atteigne la couverture santé universelle. Et pour atteindre la couverture santé universelle, Pape Gueye l'a dit, c'est d'abord les soins de santé primaire. Mais aujourd'hui, force est de constater que depuis 1970, nous sommes en train de mettre en œuvre les soins de santé primaire qui ont été renouvelés en 2018 avec la conférence d'Astana. Mais force est de constater qu'il y a encore des problèmes par rapport à la santé communautaire. Et dans les soins de santé primaire, il y a deux mots qui doivent ressortir. C'est l'acceptabilité et la sociabilité. Est-ce qu'aujourd'hui, les soins qui sont offerts au sein de la communauté sont socialement acceptables? C'est une question qu'on peut se poser. Mais bref, aujourd'hui, nous avons le plan, une politique de santé communautaire au Sénégal. Et au point de vue niveau central, on a une institution qui est la cellule de la santé communautaire, qui est maintenant érigée en ce qu'on appelle la cellule de soins de santé publique. Et nous avons mis le programme Badiane Gox, qui n'est pas logé à la cellule de santé communautaire, mais au sein de la direction de la santé de la mère de l'enfant. Ça, c'est une différence d'approche. C'est un programme qui est logé au niveau de la direction de la santé de la mère de l'enfant. Pourquoi? Peut-être c'est pour accélérer les indicateurs en termes de santé maternelle, néonatale, infantile, peut-être, et mieux appropriation. Donc, c'est un programme qui a démarré depuis 2010, Massamba l'a dit. Et l'année dernière, le chef de l'État, sur une politique ferme, a commencé à motiver ces Badiane Gox. Mais là, nous avons commencé avec un partenaire. Et j'ai vu dans vos questions la question de la pérennisation. C'est extrêmement important. Parce qu'aujourd'hui, si un partenaire fait la motivation financière à un partenaire, et si le partenaire quitte, comme le disent les Anglais, and so what? Et après, c'est important. Donc pour cela, le gouvernement du Sénégal a pris le relais pour la motivation des Badiane Gox. Et cette année, il y a une inscription de 2,5 milliards pour commencer le processus. Donc aujourd'hui, je dis que le programme Badiane Gox reçoit le plus grand montant en termes de financement que même le programme PALU du Sénégal, au Sénégal. Donc ça veut dire que c'est une masse colossale qui a été dégagée pour ce programme. Et j'ai vu que pour la pérennisation, c'est important. Ce que nous faisons là, il faut qu'il y ait la pérennisation. Et je pense que nos systèmes de santé doivent être refondés. Et quand j'ai une refondation de nos systèmes de santé, c'est à tous les niveaux du système de santé. Pape Gueye l'a dit, la référence, ça fait partie des soins de santé. La référence fait partie des soins de santé primaire. Il y a les 8 composantes, oui, mais ici, il faut qu'il y ait la référence. Parce que c'est la référence qui permet de prendre en compte les cas compliqués qui ne peuvent pas être pris en charge soit au niveau primaire ou au niveau intermédiaire. Mais je pense qu'il y a 3 fondamentaux que les pays, je dis bien que les pays doivent se lancer
pour une pérennisation de la santé communautaire. Le premier, c'est l'institutionnalisation. Il faut qu'il y ait une politique. Et cette politique soit certes élaborée au niveau central, mise en œuvre au niveau opérationnel, mais c'est un socle fondamental, l'institutionnalisation. Le deuxième fondamental, Massamba l'a dit, il faut qu'il y ait une motivation. Chez nous, on a l'habitude de dire une calebasse vide ne permet pas, ou bien quand tu bois l'eau chaude, c'est parce qu'il y a du sucre. Je traduis un peu en langage wolof. Ça veut dire qu'il faut quelque chose. De notre temps, quand on était dans le district, ce qu'on faisait pour motiver les acteurs communautaires, c'est par exemple le chant du village. Mais ça ne tient plus la route. Il faut qu'il y ait une motivation. Bon, on a commencé avec 25 000 francs, le président nous a instruit d'aller à 50 000 francs, mais il faut aller au-delà. Mais, comme le Massamba l'a dit, il faut qu'on achète les prestations. Aujourd'hui, ce qui se passe au Sénégal, on a commencé depuis 6 mois, mais on n'a aucune visibilité. On donne l'argent, mais on n'a pas le retour de ce travail de Badjanogor. Donc, il faut qu'on achète. Donc, il faut un contrat. Il faut qu'on dise à Badjanogor, désormais, chaque mois, tu fais telle activité et telle activité, tu donnes ton rapport, on te donne l'argent. Comme le fait le Burkina Faso, moi j'ai beaucoup appris aujourd'hui. Il faut que cette stratégie soit mise en œuvre au Sénégal. Si on veut que ce programme. Et le troisième socle, les Badjanogor, ou bien les autres acteurs communautaires, c'est la délégation de tâches. Et les soins de santé primaire, c'est important. Quand nous sommes de santé primaire, c'est parce qu'on a délégué des tâches. Aujourd'hui, les soins de santé primaire, on fait qu'aujourd'hui, au Sénégal, les infirmiers consultent. Les soins de santé primaire fait qu'au niveau des cases de santé, et les matrones, les ASC font des soins. Mais il faut qu'ils soient bien supervisés. Il faut qu'ils soient bien suivis par des professionnels de santé. C'est extrêmement important. C'est pour cette raison que je dis que pour une pérennisation, il faut que ces trois socles. L'institutionnalisation, la motivation financière, mais surtout le suivi et la coordination. Sinon, tout ce que nous sommes en train de faire, ça sera que des activités. Vraiment, c'est voilà les quelques mots que je voudrais partager avec vous. Malheureusement, je suis au Sénégal, je ne suis pas au Sénégal, et je vous appelle de Freetown, malgré un réseau qui n'est pas tellement stable. Mais je tenais quand même à participer à cette importante rencontre parce que moi, je suis un agent de la santé communautaire. Je suis défenseur de la santé communautaire. Et sans cette santé communautaire-là, on ne peut pas atteindre la CSU dans nos pays en voie de développement. Encore une fois, merci et bonne continuation. Merci beaucoup, docteur. Et la qualité était très bonne malgré le réseau. Ouais, donc ça prouve aussi qu'on peut, voilà, ça nous aide aussi beaucoup là. Enfin, à chaque fois, on oublie que ces événements, ils sont grandement rendus possibles grâce au digital. Donc c'est très intéressant. On a une question de Dieudonné. Oui, merci Sébastien. Je vous remercie d'abord pour toutes tes présentations. Et je vais revenir sur le dernier programme de santé communautaire du Sénégal qui a été présenté. Je veux brièvement savoir qu'est-ce qui nous a motivé à adresser les Badiennes pour porter ce programme-là. D'où vient la base du projet? Est-ce que ça part d'un constat que les Badiennes ont une place centrale dans la société, comme sur tout le territoire? De quel constat part en fait l'utilisation des Badiennes comme socle pour lancer un programme de santé communautaire ici au Sénégal? Merci. Massamba. On peut directement, oui. Oui, merci beaucoup. Comme je l'ai dit dans la présentation, il y a des sphères d'influence. Il y a des sphères d'influence et que la Badienne joue un rôle primordial au sein de la société. Vous savez, même quand il y a une femme qui vient dans sa nuit de noces, la première nuit, c'est la Badienne qui reste dans la chambre avec la femme et son mari. Pour vous dire l'importance et la puissance qu'a la Badienne dans nos sociétés. Elle est l'amie du mari et nous savons tous que le pouvoir de décision pour fréquenter les structures de santé dans nos pays, malheureusement, ça dépend toujours d'une grande partie, c'est entre les mains des hommes, et que ce sont ces Badiennes qui ont un pouvoir de coercition par rapport à envers leurs frères, envers leurs cousins. Donc, c'est la raison fondamentale pour laquelle nous avons choisi la Badienne, qui est leader dans son quartier, pour être la marraine du quartier, pour renforcer la promotion de la santé de la mère.
Merci beaucoup. On avait une question de Alido aussi pour Massamba. Je ne sais pas si Massamba, vous avez vu la question dans le chat. Donc Alido disait qu'elle craint pour les effets inattendus ou l'effet de redevabilité qui va contraindre les acteurs, surtout que les moyens du contribuable sont mis en contribution pour la motivation. Donc en fait, c'était sur cette question, je pense, beaucoup de la rémunération. Bon, oui, mais nous avons fait une dizaine d'années ou 15 ans avec les Badjanogor et ce problème de motivation, il fallait que nous trouvions un peu une solution à cela. Parce que c'est vrai, le bénévolat dans nos sociétés, il y en a beaucoup qui ont le cœur pour être dans le bénévolat. Mais imaginez une Badjanogor qui n'a pas de crédit téléphonique pour appeler et faire accompagner, appeler la structure de santé ou appeler la femme qui fait ses CPN pour lui rappeler ses rendez-vous. Quand vous n'avez pas d'argent, c'est extrêmement difficile. Mais je pense plutôt que cette motivation va booster un peu tout ce qui est indicateur. Et c'est la raison pour laquelle nous allons mettre en place un cahier de charge pour ces Badjanogor qui ont accepté cela, parce que ce processus, c'est un processus que nous avons discuté, inclusif, participatif, et c'est les Badjanogor qui ont demandé cette motivation et qui acceptent en retour d'être redevables par rapport au système de santé. Merci beaucoup, Massamba. Pape, je te propose de conclure parce qu'on a bien débordé. Oui, on a bien débordé, mais je dois saluer l'intervention du docteur Doucouré. Je pense qu'on a besoin de ça. On a besoin justement des leaders qui s'engagent. Nous sommes des acteurs de terrain. Nous sommes prêts à produire des solutions. Mais un rappel, s'il vous plaît, c'est que le travail qu'on a fait jusqu'à présent, je pense que c'est excellent, c'est un très bon travail. Mais pour que ça ait l'impact qu'il faut, il faut nécessairement que nos efforts puissent être retrouvés dans les stratégies globales, les stratégies nationales. Alors aujourd'hui, je pense qu'il y a urgence. Il y a urgence de mettre l'accent sur ces approches parce que, comme j'ai dit dans mon intervention au début, je crois qu'on est en train de faire un peu de rattrapage. On a perdu beaucoup de temps parce qu'on a passé trop de temps à nous focaliser sur le niveau hospitalier, le niveau du centre de santé. On a négligé donc ce secteur. Donc il y a un travail assez vite à faire. Donc, moi, je suggère que notre communauté continue à mettre l'accent sur cette problématique. Aujourd'hui, je pense que vous devez considérer ça comme juste un début d'une conversation qui va être beaucoup plus longue que ça. Je sais que nous pouvons regarder d'autres aspects de ce travail, le travail que vous êtes en train de faire sur le terrain. Mais encore une fois, merci d'être là, d'avoir écouté avec intérêt. Et merci pour Jules et pour le Sénégal, Massamba et le docteur Amadou Doucouré qui nous ont donné une présentation assez exhaustive quand même du système de Badjanogor. Je vous invite à vous connecter sur le site de LinkedIn, des autres partenaires qui sont en train de travailler dans les aspects communautaires et surtout ceux qui cherchent à amener la chose au niveau national. Parce que c'est bien de continuer à appuyer des efforts disparates, mais je pense que nous devons mettre l'effort pour voir comment amener au niveau national tous ces programmes. Donc je vous remercie et on s'excuse d'avoir débordé un peu sur le temps. Et merci de votre intérêt et du travail que vous continuez à faire sur le terrain. Merci. Merci beaucoup, Pape, et merci à tout le monde. Et je suis ravi aussi qu'on était si nombreux là aujourd'hui. Je vois que tout le monde a suivi, donc il y a un vrai intérêt. Et oui, on a débordé, mais c'est plutôt bon signe parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et donc on doit s'arrêter là. Il y a quelqu'un qui voulait prendre la parole, mais là on doit s'arrêter là. Voilà, merci. Et on vous écrira là pour la prochaine thématique. Merci beaucoup tout le monde. Allez, au revoir. À bientôt. Merci. À très vite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci.